Nous avons rendez-vous en musique avec George Sand. Romancière, dramaturge, critique littéraire, journaliste, elle est la première femme française à vivre de sa plume et devient l'un des plus grands écrivains du XIXe siècle. Au détour des notes de Chopin, Liszt, Bach ou Schubert, nous retrouverons aussi les personnages illustres qui ont connu, décrié, admiré ou aimé George Sand. Écoutons le romancier et académicien André Mauroy en 1950. Elle a été la voix de la femme dans un temps où la femme se taisait. Elle a parlé de la musique aussi bien que Stendhal et bien mieux que Balzac ou Hugo. Elle a éprouvé et exprimé un amour sincère du peuple, bien avant que le suffrage universel n'imposât cette attitude. Elle a été dans ses meilleurs jours le roman même, et le début de Consuelo demeure un des récits les mieux construits de notre littérature. George Sand, de son vrai nom, Amantine Aurore Lucile Dupin de Franqueuil, est née en 1804 de l'union improbable entre une ouvrière et un aristocrate, brillant officier des armées napoléoniennes et descendant d'Auguste II, roi de Pologne. Après la mort accidentelle de son père en 1808, la petite Aurore, âgée de 4 ans, est confiée à sa grand-mère paternelle, Marie-Aurore de Saxe. Éduquée dans l'esprit des Lumières, elle grandit au château de Nohant, près de la Châtre, dans le Berry. Laissons Émile Zola poursuivre ce récit. À Nohant, elle vit libre, lâchée en pleine nature, courant les bois avec les petits paysans, prenant des allures garçonnières, se passionnant pour les eaux claires et les grands arbres. Sa bonhomie, sa simplicité, son amour de l'égalité furent pris par elle à cette source, dans cette belle existence de fille du grand air. Mais, à 13 ans, il est résolu qu'elle sera mise au couvent, à Paris. Pensez quelle dut être la tristesse de cet oiseau libre, enfermé dans la cage noire des Augustines anglaises, rue des Fossés Saint-Victor. D'abord, elle se montre indisciplinée. Elle menace de révolutionner la maison. Puis, brusquement, agenouillée un soir dans la chapelle, elle éprouve une telle crise de dévotion qu'elle parle de se faire religieuse. Dans son autobiographie, Histoire de ma vie, George Sand nous fait le récit de sa conversion. L'heure s'avançait. La prière était sonnée. On allait fermer l'église. Je ne sais ce qui se passait en moi. Je respirais une atmosphère d'une suavité indicible, et je la respirais par l'âme, plus encore que par les sens. Tout à coup, je ne sais quel ébranlement se produisit dans tout mon être. Un vertige passe devant mes yeux comme une lueur blanche dont je me sens enveloppée. Je crois entendre une voix murmurer à mon oreille. Tollé, légué, prends et lis. Je me retourne, croyant que c'est Marie-Alicia qui me parle. J'étais seule. Je me rendis fort bien compte de l'espèce d'hallucination où j'étais tombée. Je ne fus ni enivrée ni effrayée, seulement je sentis que la foi s'emparait de moi comme je l'avais souhaité par le cœur.
J'en fus si reconnaissante, si ravie, qu'un torrent de larmes inonda mon visage. Marie-Aurore de Saxe craint que sa petite fille ne s'obstine à devenir religieuse. Elle la retire du couvent au désespoir de l'adolescente. Émile Zola poursuit ce récit. En 1820, à 16 ans, elle revient à Nohant. Elle reprend ses longues courses, elle monte à cheval, bat les chemins. Ce sont alors ses lectures qui ont sur elle une influence décisive. Elle lit tout ce qui lui tombe sous la main. Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, Aristote, Montesquieu, Blaise Pascal, Jean de la Bruyère, Montaigne, Leibniz, Virgile, Dante ou Shakespeare. Aurore est insatiable. Elle perd sa grand-mère l'année suivante. Sa mère restait seule pour veiller sur elle, mais c'était un caractère triste et irritable. Elle trouve Aurore trop instruite et veut la marier au plus vite. Pour échapper aux mauvaises humeurs de sa mère, elle consent en 1822 à épouser Casimir du Devant, fils d'un baron de l'Empire. Les jeunes époux s'installent à Nohant. Par ce mariage, Aurore échappe à la tutelle de sa mère, mais se retrouve placée sous l'autorité de son mari, car le Code Napoléon de 1804 a inscrit l'infériorité des femmes dans la loi. Nul droit politique ou civil ne leur sont accordés. Considérées comme mineures, elles ne peuvent accomplir aucun acte juridique sans l'accord de leur époux, ni exercer librement la profession de leur choix, ni même administrer leurs propres biens. Dans Physiologie du mariage, Honoré de Balzac résume le statut de la femme mariée au XIXe siècle. La femme est une propriété que l'on acquiert par contrat. Elle est mobilière, car la possession vaut titre. Enfin, la femme n'est à proprement parler qu'une annexe de l'homme.
Or, tranchée, coupée, rognée, elle vous appartient à tous les titres. Ne vous inquiétez pas de ses murmures, de ses cris, de ses douleurs. La nature l'a faite à notre usage et pour tout porter. Enfant, chagrin, coups et peine de l'homme. 2 ans après leur mariage, Casimir gifle Aurore en public pour un motif futile. Il ne s'intéresse ni à l'art, ni à la littérature, il préfère s'adonner à la chasse et à la bouteille, et il trompe allègrement Aurore avec des servantes. Émile Zola nous donne l'épilogue de ce mariage malheureux. Enfin, en 1831, un arrangement intervient et une séparation a lieu. Elle avait eu 2 enfants. Elle part pour Paris avec sa fille en laissant son fils à son mari. Elle est alors âgée de 27 ans. Ressemble cette jeune berrichonne venue tenter fortune à Paris. Dans Histoire de ma vie, George Sand se décrit elle-même. Yeux noirs, cheveux noirs, front ordinaire, teint pâle, nez bien fait, menton rond, bouche moyenne, taille 4 pieds 10 pouces. 1,56 m. Signe particulier, aucun. Somme toute, avec des cheveux, des yeux, des dents et aucune difformité, je ne fus ni laide ni belle dans ma jeunesse. Avantage que je considère comme sérieux. On attend trop d'un extérieur brillant. On se méfie trop d'un extérieur qui repousse. En 1830, la jeune Aurore s'était confiée à une amie. Tout mon désir en me présentant dans une société quelconque est de ne fixer et de n'attirer l'attention de personne. Aurore se souvient de ses débuts difficiles à Paris. Paris, capitale occidentale des artistes et des intellectuels, Paris en pleine effervescence romantique. J'étais avide de me déprovincialiser et de me mettre au courant des idées et des formes de mon temps. J'avais surtout soif du théâtre. Je savais bien qu'il était impossible à une femme pauvre de se passer ses fantaisies. En effet, malgré son héritage, Aurore est financièrement démunie. Le domaine de Nohant et tous ses biens sont restés entre les mains de son mari, le baron du Devant. Je voyais mes jeunes amis berrichons, mes compagnons d'enfance, vivre à Paris avec aussi peu que moi. Les événements littéraires et politiques, les émotions des théâtres et des musées, ils voyaient tout, ils étaient partout. J'avais d'aussi bonnes jambes qu'eux, mais sur le pavé de Paris, j'étais comme un bateau sur la glace. Les fines chaussures craquaient en 2 jours. Je ne savais pas relever ma robe. J'étais crottée, fatiguée, enrhumée, et je voyais chaussures et vêtements, sans compter les petits chapeaux de velours arrosés par les gouttières, s'en aller en ruine avec une rapidité effrayante. À l'époque, les tenues féminines sont peu pratiques et bien plus onéreuses que les tenues masculines. Je me fis donc faire une redingote guérite en gros drap gris, pantalon et gilet pareil. Avec un chapeau gris et une grosse cravate de laine,
j'étais absolument un petit étudiant de première année. Je ne peux pas dire quel plaisir me firent mes bottes. Avec des petits talons ferrés, j'étais solide sur le trottoir. Je voltigeais d'un bout de Paris à l'autre. Et puis, mes vêtements ne craignaient rien. Je courais par tous les temps. Je revenais à toutes les heures. J'allais au parterre de tous les théâtres. Elle écrit à son amie Sainte-Beuve: Vivre, que c'est beau. Malgré les chagrins, les maris, l'ennui, les dettes, les parents, les cancans, malgré les poignantes douleurs. Recrutée au Figaro, Aurore rédige ses articles anonymement, comme toute femme à l'époque. En 1832, déterminée à faire carrière en littérature, elle prend un pseudonyme masculin afin d'avoir des chances d'être publiée. Elle devient George Sand. La parution de ses premiers romans, Indiana puis Valentine, crée l'événement. En quelques mois, elle est lancée dans le tout Paris artistique et littéraire. Écoutons encore Émile Zola. Ici se place la période aventureuse de sa vie. Les excentricités qui ameutèrent longtemps contre elle les bourgeois pudibonds. Elle adopte le vêtement d'homme. Ajoutez qu'elle fumait des cigarettes et même des cigares. Le scandale fut au comble. Ses premiers romans, dans lesquels elle s'attaque si âprement au mariage, font d'elle, aux yeux du gros public, un monstre, un révolutionnaire qui vit dans la débauche et qui rêve de démolir la société tout entière. Je ne veux pas descendre dans les détails d'alcôve et répéter les légendes qui ont couru parmi les bourgeois épouvantés. Mais il faut absolument rappeler son voyage en Italie avec Fred de Musset. Cet amour sous le ciel bleu de Venise, dont elle a raconté elle-même le tragique dénouement dans
elle et lui. En 1833, lors d'un dîner d'artistes, George Sand a fait la connaissance du vicomte Alfred de Musset, poète génial et dandy débauché. Elle a 29 ans, il en a 23. Tous deux rêvent d'une passion hors du commun. Quelques semaines après leur première rencontre, Musset écrit à la jeune femme, le 25 juillet 1833. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous l'écris sottement. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. J'ai cru que je m'en guérirais en vous voyant tout simplement à titre d'ami, mais je paye trop cher les moments que je passe avec vous. Commence alors une liaison tumultueuse, ponctuée de ruptures et de réconciliations. Il faut dire que Musset est en proie à des crises délirantes, se noie dans l'alcool, consomme de l'opium et fréquente des prostituées. La romancière et le poète se séparent une première fois lors de leur fameux voyage à Venise. Mais Alfred ne cesse d'écrire à Georges le 1er septembre 1834. Ah Georges, quel amour! Jamais homme n'a aimé comme je t'aime. Je suis perdu, vois-tu. Je suis noyé, inondé d'amour. Je ne sais plus si je vis, si je mange, si je marche, si je respire, si je parle. Je sais que j'aime. Je meurs d'amour, d'un amour sans fin, sans nom, insensé, désespéré, perdu. Tu es aimé, adoré, idolâtré jusqu'à mourir. Et non, je ne guérirai pas. Et non, je n'essaierai pas de vivre. Et j'aime mieux cela. Et mourir en t'aimant vaut mieux que de vivre. Les amants se revoient, se pardonnent et se séparent à nouveau. Georges, désespéré, coupe sa belle chevelure et l'envoie à Alfred. Ils se réconcilient, mais pour peu de temps. Épuisé par cette relation, George Sand rompt définitivement. Elle écrit à Musset, fin février 1835. Non, non, c'est assez. Pauvre malheureux, je t'ai aimé comme un fils. C'est un amour de mère. Je te plains, je te pardonne tout, mais il faut nous quitter. Mon Dieu, à quelle vie vais-je te laisser? L'ivresse, le vin, les filles, et encore et toujours. Et puisque je ne peux plus rien pour t'en préserver, faut-il prolonger cette honte pour moi et ce supplice pour toi-même? Ta folle jalousie à tout propos, au milieu de tout cela. Plus tu perds le droit d'être jaloux, plus tu le deviens. Adieu, adieu, malheureux que tu es. Musset donnera une forme romancée à la relation sentimentale qu'il vient de vivre. La confession d'un enfant du siècle paraît l'année suivante. Ému, Georges juge le livre magnifique.
En 1834, George Sand a fait la connaissance de Franz Liszt, fascinant pianiste virtuose. Entre la romancière et le jeune musicien de 23 ans débute aussitôt une relation subtile, nourrie d'admiration réciproque, que Georges qualifie de juste milieu entre l'amour et l'amitié. Franz Liszt lui répond à ce sujet. Je rêve encore une affection bien profonde, bien sainte, bien douce, quoique constamment active. Peut-être que tout cela vous paraîtra encore du juste milieu. J'ai besoin de vous revoir et de vous dire prosaïquement et bêtement que je vous aime. L'affection entre Liszt et George Sand restera fraternelle, comme en témoigne leur correspondance. En mai 1836, la romancière lui confie ses soucis du moment, le procès contre son mari pour obtenir la garde de ses 2 enfants et recouvrer ses biens et le domaine de Nohant. Mon bon enfant et frère, je vous prie de me pardonner mon énorme silence. J'ai été terriblement occupée depuis que je ne vous ai écrit.
Mon procès a été gagné. Si la possession de mes enfants et la sécurité de ma vie n'étaient en jeu, vraiment ce ne serait pas la peine de les défendre au prix de tant d'ennuis. Je serai depuis longtemps près de vous, sans tous ces déboires. C'est mon rêve. C'est l'Eldorado que je me fais quand je puis avoir, entre le procès et le travail, un quart d'heure de rêvasserie. Elle écrit à Marie Dagou, la compagne de Franz Liszt. Vous savez que je me mets sous le piano quand il joue. Je ne trouve jamais les instruments assez puissants. Il est au reste le seul artiste du monde qui sache donner l'âme et la vie au piano. George Sand ne sait pas encore qu'un autre pianiste la ravira bien plus, Frédéric Chopin. Franz Liszt les présente l'un à l'autre dans les derniers mois de l'année 1836. La notoriété de l'élégant pianiste polonais n'est plus à faire. Le tout Paris se presse pour entendre ses dernières compositions et savourer son immense talent d'interprète. Frédéric Chopin nous fait part de sa première impression sur George Sand. J'ai fait connaissance d'une grande célébrité, Madame Dudevant, connue sous le nom de George Sand. Mais son visage n'est pas sympathique et ne m'a pas plu du tout. Il y a même en elle quelque chose qui m'éloigne. Oh, quelle femme antipathique cette Sand! Et est-ce vraiment une femme? Je suis prêt à en douter. À l'automne 1837, Chopin nous dit tout autre chose. Je l'ai revue 3 fois. Elle me regardait profondément dans les yeux pendant que je jouais. Elle s'appuyait sur le piano et ses regards embrasants m'inondaient. C'est le début d'une relation qui durera 9 ans. En 1838, la santé de Chopin se dégrade. Il tousse de plus en plus. Celle de Maurice, le fils de George Sand, n'est pas bonne non plus. Georges décide que les deux malades passeront l'hiver au soleil des Baléares. En décembre 1838, Frédéric Chopin, George Sand et ses 2 enfants, Maurice 15 ans, Solange 10 ans, se sont installés dans la chartreuse de Valdemosa, sur l'île de Majorque. Chopin écrit à un ami. Tu peux m'imaginer, entre les rochers et la mer, dans une cellule d'une immense chartreuse abandonnée, aux portes plus grandes qu'aucune porte cochère de Paris. Je suis là, sans frisure, ni gants blancs, et pâle comme à l'ordinaire. Ma cellule, en forme de gros cercueil, a une énorme voûte poussiéreuse, une petite fenêtre donnant sur les orangers et les palmiers. Silence! On peut crier. Quel silence! En un mot, je t'écris d'un endroit bien étrange. George Sand se souvient.
Le cloître était pour Chopin plein de terreurs et de fantômes. Au retour de mes explorations nocturnes dans les ruines avec mes enfants, je le trouvais à 10 heures du soir, pâle devant son piano, les yeux hagards et les cheveux comme dressés sur la tête. Il lui fallait quelques instants pour nous reconnaître. Il nous jouait des choses sublimes qu'il venait de composer et qu'il intitulait modestement des préludes. Ce sont des chefs-d'œuvre. Toujours dans Histoire de ma vie, George Sand nous livre encore quelques souvenirs de Valdemosa. Sa composition de ce soir-là était bien pleine de gouttes de pluie qui résonnaient sur les tuiles sonores de la Chartreuse. Mais elle s'était traduite dans son imagination et dans son chant par des larmes tombant du ciel sur son cœur. Le génie de Chopin est le plus profond et le plus plein de sentiments et d'émotions qui ait existé. Il a fait parler à un seul instrument, la langue de l'infini. Le froid et la pluie s'abattent sur l'île de Majorque. La santé de Frédéric Chopin se dégrade encore. Georges le soigne. Le musicien nous dit toute l'admiration qu'il a pour elle. La diète, les pilules, les bains et plus que tout, les soins infinis de mon ange m'ont remis sur pied, sur des jambes un peu maigres. Sans cesse, je la voyais inquiète de moi. Elle devait me soigner toute seule, car Dieu nous préserve des médecins du pays. Je la voyais faire mon lit, ranger la chambre, préparer les tisanes, se priver de tout pour moi, ne recevant aucun courrier, veillant aux enfants qui avaient constamment besoin de son regard aimant dans des conditions de vie inusitées. Ajoute à cela qu'elle écrivait. Pendant sa longue carrière, George Sand écrira inlassablement toutes les nuits, profitant du calme de la maisonnée et se couchant au petit matin. Le séjour aux Baléares, ce fiasco épouvantable selon les termes de George Sand, prend fin en avril 1839. Jusqu'en 1846, Frédéric Chopin passe chaque été à Nohant. La demeure familiale de George Sand est devenue une maison ouverte et vivante. Proches et amis parfois illustres y font des séjours plus ou moins longs comme Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Eugène Delacroix, Franz Liszt ou Pauline Viardot.
George Sand est une femme généreuse. À Nouan, elle met tout en œuvre pour combler ses invités. Eugène Delacroix a son atelier dans un petit pavillon non loin de la demeure principale. Le peintre, sujet à la mélancolie, apprécie ses séjours à Nouan. C'est un des rares endroits où tout me ravit, me calme et me console. Quand on n'est pas réunis pour dîner, déjeuner, jouer au billard ou se promener, on est dans sa chambre à lire ou à se goberger sur son canapé. Par instant, il vous arrive, par la fenêtre ouverte du jardin, des bouffées de musique de Chopin qui se mêlent au chant des rossignols et au parfum des roses. Dans une lettre adressée à George Sand, Delacroix se réjouit de son prochain séjour à Nouan. Qu'il me tarde de vous voir. Mon médecin me prescrit le repos, et c'est avec grand plaisir que je vais le prendre près de chez vous. Vive les vaches et les sabots, à bas les tableaux et les pinceaux. J'embrasse Chopin, j'embrasse Solange, j'embrasse Maurice, je vous embrasse aussi. Embrassez-vous tous les uns les autres en vous disant que c'est moi qui vous embrasse. À bientôt donc. Dans une autre lettre adressée à la romancière. Est-ce que vous pensez que je vais chez vous pour ce tel ou tel que vous me promettez, de grands hommes? Il en pleut. Et même, est-ce pour votre génie que je vais faire société avec vous? N'y comptez pas. C'est vous, vos yeux, votre petite chère personne que j'aime. Liés par une fidèle amitié, George Sand et Eugène Delacroix, de 6 ans son aîné, se voient et s'écrivent jusqu'à la mort du peintre en 1863. Georges écrit à Delacroix en septembre 1838. Cher vieux, comme c'est aimable à vous d'écrire à votre vieille sœur. Votre cœur est bien bon, bien grand, cher ami, et vos yeux sont bien noirs, bien vifs et bien pénétrants. Vous le savez bien, je serais folle de vous si je ne l'étais d'un autre. Elle parle de Chopin. Et peut-être que vous m'aimeriez plus que tout si d'autres fantômes en jupon ne dansaient plus gracieusement et coquettement la nuit sous le berceau de vos allées. En avril 1842, Georges tente de remonter le moral de Delacroix, tourmenté par des idées noires. Le seul bien, hélas, que je puis vous faire, c'est de vous dire que je vous aime de toute mon âme. Vous êtes l'une des plus grandes affections de ma vie. Cela me donne le droit de vous gronder de votre spleen et d'exiger que vous le combattiez. Bonsoir, cher, et mille tendresses de Chopin et de Maurice. La cantatrice, pianiste et compositrice Pauline Viardot est l'une des artistes que George Sand admire et affectionne le plus. En 1859, Georges écrit à Pauline. Ah, que je voudrais parfois avoir 15 ans, un maître intelligent et toute ma vie à moi seule. Je donnerais tout mon être à la musique. Et c'est dans cette langue-là, la plus parfaite de toutes, que je voudrais exprimer mes sentiments et mes émotions. Oui, la musique, c'est la prière, c'est la foi, c'est l'amitié, c'est l'association par excellence. George Sand s'est inspiré de la carrière et de la personnalité de Pauline Viardot pour écrire son chef-d'œuvre Consuelo. Elle dédie le roman à la cantatrice. Écoutons justement quelques lignes de Consuelo. Il y a une musique que l'on pourrait appeler naturelle, parce qu'elle n'est point le produit de la science et de la réflexion, mais celui d'une inspiration qui échappe à la grandeur des règles et des conventions. C'est la musique populaire, celle
celle des paysans particulièrement. Que de belles poésies naissent, vivent et meurent chez eux, sans avoir jamais eu les honneurs d'une notation correcte. En août 1842, Pauline Viardot avait fait un long séjour à Nohant. La cantatrice et la romancière avaient couru la campagne pour écouter et recueillir les airs du folklore berrichon. George Sand n'a pas que des amis. En tant que femme libre, mère et écrivain, elle dérange car elle n'occupe pas la place traditionnellement réservée aux femmes. Les frères Goncourt souffrent d'une maladie bizarre et très répandue à l'époque. Ils sont persuadés que le talent ne peut pas résider dans un corps féminin. Le génie est mâle. L'autopsie de Madame de Staël et de Madame Sand aurait été curieuse. Elles doivent avoir une construction un peu hermaphrodite. L'écrivain et critique littéraire Jules Barbé d'Aurevilly partage cette croyance tenace. Les femmes qui écrivent ne sont plus des femmes, ce sont des hommes, du moins de prétention, et manqués. George Sand, cette tête hermaphrodite, prise pour une tête d'homme par un siècle lâche et myope, croyait en se regardant que la femme peut tout ce que l'homme peut. Enfin, écoutons Charles Baudelaire, l'un des célèbres détracteurs de George Sand. La femme Sand n'a jamais été artiste. Elle a le fameux style coulant, cher aux bourgeois. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. Elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur.
Fortement critiqué par certains tout au long de sa carrière, George Sand suscita aussi l'admiration de ses contemporains. Dans ses souvenirs, Alexis de Tocqueville, philosophe, historien et homme politique, relate sa rencontre avec George Sand au printemps 1848, à l'aube de la Révolution. J'avais de grands préjugés contre Madame Sand, car je déteste les femmes qui écrivent. Malgré cela, elle me plut. Ce qui me frappa surtout fut de rencontrer en elle quelque chose de l'allure naturelle des grands esprits. Nous parlâmes une heure entière des affaires publiques. On ne pouvait parler d'ailleurs d'autre chose en ce temps-là. Madame Sand était alors une manière d'homme politique. Elle me peignit très en détail et avec une vivacité singulière l'état des ouvriers de Paris. Leur organisation, leur nombre, leurs armes, leurs préparatifs, leurs pensées, leurs passions, leur détermination terrible. Je crus le tableau chargé, et il ne l'était pas. Ce qui suivit le montra bien. En 1860, Victor Hugo écrit dans une de ses lettres « George Sand est un cœur lumineux, une belle âme, un généreux combattant du progrès, une flamme dans notre temps. C'est un bien plus vrai et bien plus puissant philosophe que certains bons hommes plus ou moins fameux du quart d'heure que nous traversons. » En 2004, lors des célébrations du bicentenaire de la naissance de George Sand, le ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, lui rend hommage. On a longtemps oublié que George Sand a été l'auteur du premier roman ouvrier, qu'elle a exploré tous les genres, expérimentant pour chacun un nouveau sujet, une nouvelle forme, une nouvelle langue, qu'elle s'est intéressée à la musique, aux marionnettes, à la botanique, à la minéralogie, toute discipline qu'elle pratiquait avec talent, et que son immense correspondance est l'une des plus belles. Avant de clore ce moment musical avec George Sand, écoutons-la une dernière fois. Quant à moi, solitaire, jeté dans la foule, sorte de rhapsode, je chanterai au diapason de ma foi, et mes enseignements seront humbles, car je suis l'enfant de mon siècle. J'ai subi ses maux, j'ai partagé ses erreurs, j'ai bu à toutes ces sources de vie et de mort, et si je suis plus fervent que la masse pour désirer son salut, je ne suis pas plus savant qu'elle pour lui enseigner le chemin. Ma vocation est de haïr le mal, d'aimer le bien, de m'agenouiller devant le beau.
Thank you.